Donc avant toute chose, je vais me présenter. Donc Sébastien Debel, Database Engineer chez Onet Bank, groupe de BPCE. Et je suis aussi organisateur du Meetup Postgres User Group de Paris, qui a été relancé. Et pour l'instant, ça marche pas trop mal. On arrive à faire un Meetup tous les 2 mois, donc ça se passe bien. Je suis aussi fan de Lego. Vous allez voir au niveau de la présentation, je fais beaucoup de mimiques avec les Lego. Avant toute chose, je vais commencer par un cas pratique. Petite chose, c'est que toute ressemblance avec des personnages ou des événements existants est purement fortuite. J'ai dû transformer certaines choses parce que j'ai pas le droit de parler de mon travail, parce que je suis dans la lutte contre la fraude et aussi des services bancaires, donc j'ai pas le droit de parler de ce que je fais. Donc j'ai transformé ça avec des boîtes de Lego. Là, on a tout d'un coup, dans le cas pratique, un boss qui arrive et qui dit je voudrais une table pour gérer les boîtes de Lego. Donc on crée une table pour gérer des boîtes de Lego. Ça arrive un peu comme ça. Ensuite, on a le product owner qui arrive et qui dit oh, il nous faudrait rajouter la longueur, la largeur, la hauteur. Et on n'a pas forcément toutes ces datas là, donc voilà, il nous faudrait au moins ça, mais peut-être. Donc on rajoute des colonnes. Ensuite, on a un chef de projet qui arrive et qui fait oh, excuse-nous, mais il faudrait qu'on rajoute le thème, l'âge, le nombre de pièces, le nombre de minifigs et quand on les a. Donc on n'a pas forcément encore toutes les choses qui sont dedans. Ça continue. Ensuite, est-ce que tu peux nous rajouter la compilation, donc l'inventaire de chaque boîte et aussi plein de choses, etc. Et ça continue et ça ne s'arrête jamais. Donc avant qu'on devienne complètement fou, côté DBA en tout cas, eh ben, en fait, on va reprendre les choses en main et on va recommencer un petit peu. Dans la table, en fait, on peut définir qu'il y a deux éléments bien distincts. Il va y avoir le core attribute value avec des datas qui vont être vraiment spécifiques au set de Lego. Et il va y avoir des extra attribute value qui vont préciser certaines choses de ce qui est dans la boîte. Et quand on les a. Donc c'est là où va intervenir la notion de JSON. Et le JSON, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça veut dire JavaScript Object Notation. C'est un format qui est souvent utilisé par les développeurs parce qu'ils font du web et ils aiment bien faire des choses, etc. Avant, on avait de l'XML. Heureusement, on a arrêté. Et le JSON, c'est beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus facile à gérer. Enfin, ça dépend des cas. Et surtout, ça ne dépend pas d'un langage et ça peut être stocké dans du champ texte pour certaines bases de données que je ne vais pas citer. Mais dans Postgres, l'avantage, c'est qu'il y a un data type qui est vraiment spécifique à ça. Donc, en fait, dès qu'on aura un insert de la data de type JSON, au moins, elle est structurée ou semi-structurée. Donc là, on a un exemple. Donc, j'ai demandé à nos chers développeurs d'insérer de la data, mais en version JSON. Et donc, on obtient un peu cette structure avec notamment des références au niveau de l'inventory, etc. Mais ensuite, il y a une grande question qui se pose, puisqu'en fait, le JSON a été introduit dans Postgres. Je ne sais plus dans quelle version, mais ça remonte assez loin. Et ensuite, on a eu le JSONB. Et ensuite, quelle est la différence entre les deux? Ça, c'est une grande question et en fait, tout le monde a sa réponse. Mais en fait, ça dépend. Il y en a un, c'est du type texte. Et il y en a un qui est stocké en version binaire. Donc, suivant ce qu'on veut faire derrière, il vaut mieux sélectionner la version texte. Ou dans certains cas, il vaut mieux utiliser la version binaire. Notamment, c'est si on veut faire certaines manipulations de data à l'intérieur d'un champ de type JSON, il vaut mieux faire du champ binaire. Puisqu'en fait, le champ JSON, tout simplement, en fait, ça va
écraser et recréer une valeur, tout simplement. Les 3 opérateurs à retenir, enfin il y en a plein, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les essentiels à garder. C'est comment extraire le champ, dans le champ objet JSON, une clé vraiment spécifique. Donc en fait, on prend le JSON, on met une petite flèche, et ensuite on met la clé, et ça nous donne ce qui est contenu dedans. On a la même chose, mais en version texte. Donc l'avantage, c'est que ça donne vraiment du texte. Au passage, il y a au niveau du typage de data, c'est souvent du texte. Donc dès qu'on a du numérique, il faut faire attention. Il faut reconvertir des choses, etc. Et ensuite, on a le fameux boolean. Donc en fait, on peut sortir du JSON en version JSON. Et donc, est-ce que la première valeur contient la seconde? Ça, c'est vraiment la chose qui permet de vérifier si il y a des choses qui sont égales ou qui contiennent. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Ensuite, alors là, je vous ai mis quelques exemples de requêtes. La première, donc, est-ce que l'attribut contient le time-icon? Donc, on fait un select sur la table en question, et en fait, on fait le fameux arrobase, comme je disais juste avant, pour pouvoir savoir si est-ce que la clé valeur est contenue dans le JSON en question de certains éléments. Et on a la même chose, mais avec un in. Parce qu'en fait, quand on cherche plusieurs thématiques, ben, on est obligé de faire une petite manipulation, et c'est là où on va être obligé d'extraire en version texte, et pour pouvoir faire un in. Ensuite, est-ce que c'est performant ou pas performant? Tout dépend déjà du nombre de data, et aussi si on a des index. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Il y a aussi une petite commande qui est bien sympathique, et qui est très utilisée dès que vous faites du JSON, c'est le JSON pretty. Alors, JSON pretty ou JSON B pretty, puisqu'en fait, toutes les commandes, dès qu'on utilise du JSON ou du JSON B, bah, il faut préciser juste devant le data type en question, et ensuite les commandes qui sont derrière. Et donc, ça nous donne un formatage comme ceci. Sinon, ça fait un formatage tout en une ligne. Bon courage pour le lire. Enfin, moi, je préfère le lire comme ça. Ensuite, il y a aussi, c'est comment mettre à jour un JSON. Alors, on a plusieurs façons. Donc, notamment, c'est comme je disais juste avant, c'est un update de JSON. Bah, en fait, ça va supprimer l'ancien et ça va recréer un nouveau. Donc, il faut faire attention. Puisque derrière, on peut perdre de la data. Et ensuite, le JSON B, bah, c'est là l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec il y a certains éléments où on peut mettre en place pour juste updater une partie de la data. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, ajouter ou enlever un élément. Donc, on peut faire un ajout par concaténation, on peut faire une suppression par soustraction, ou un JSON set, un JSON B7. Et en fait, ce JSON B7, ça permet de mettre à jour une data particulière, une clé valeur, ou même, si elle n'existe pas, de la créer. C'est pour ça qu'il y a une petite option supplémentaire, create true false. Donc, voilà un petit exemple je rajoute un inventory et avec par concaténation sur un ref ID particulier. Et là, on a un autre exemple, c'est JSON B 7 et de soustraction. Donc, je mets à jour la première valeur, mais seulement si elle existe. C'est-à-dire que je ne vais pas la créer si elle n'existe pas. Contrairement au deuxième update qui est dessous, qui va dire, lui, je vais mettre à jour. Dans le premier, oui, j'avais dit que c'était un update, mais c'est un select. Là, c'est dans l'update. En fait, je vais mettre à jour cette data. C'est si elle n'est pas présente, je la mets. Si elle est présente, ben, je la modifie. C'est une sorte de upsert. Et ensuite, c'est par la soustraction, c'est-à-dire on va lui dire que les attributs, j'enlève la clé de favorite pour cet élément-là. Est-ce qu'on peut créer un index sur du JSON? Bah oui, on peut. C'est ça qui est bien.
Et donc là, on a un petit index, on peut prendre une valeur bitry tout simplement, et on lui dit ensuite, bien sûr, le chemin de ce qu'on veut indexer, puisqu'on ne va pas indexer forcément tout, on va indexer généralement la clé valeur qu'on veut récupérer. Il faut faire attention à la double parenthèse pour utiliser une expression, puisqu'en fait, c'est un index, donc en fait, il faut isoler la fonction. Il y a un autre type d'index qui existe, c'est le GIN. Le GIN, en fait, approprié quand les valeurs à index contiennent plusieurs valeurs composantes comme des tableaux. Donc dans notre cas en présent, c'était tout ce qui était inventory, puisqu'inventory, si on revient un peu avant, hop, voilà, l'inventory, ben, on voit qu'il y a un petit crochet, et crochet ça veut dire qu'il y a un tableau de JSON qui est à l'intérieur, qui contient une ligne JSON à chaque fois. Donc en fait, ce qui va être obligé de dire qu'en fait on a un tableau avec chacune des lignes qui est du JSON. Donc en fait, il faudrait l'indexer notamment avec un index GIN. Donc avec cette commande-là, ça permet de le faire. Et c'est rapide. Ensuite, il y a le PG trigram. Donc en fait, déjà, c'est une extension, donc il faut le rajouter une extension. C'est c'est un module particulier qui fournit des fonctions et des opérateurs pour déterminer des similarités de texte alphanumériques. Donc pour créer cette partie-là, notamment, donc il faut pour le créer, on va donc créer l'index, créer l'extension, créer l'index, en ajoutant bien sûr qu'on utilise le GIN avec l'option GIN trgmops. Et ensuite, on peut notamment utiliser des fonctions de type like. Ensuite, moi je ne suis pas trop d'avis d'utiliser ce type d'index-là, mais dans certains cas, on est obligé de les utiliser. Donc, tout dépend du cas de figure qu'on rencontre au fur et à mesure. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut tester. Tester, c'est vraiment la clé de tout DBA. Il faut tester chacune des éléments qu'on va vouloir utiliser, de façon à utiliser plutôt cet index ou plutôt l'autre. Là, dans une seule valeur, il vaut mieux utiliser le bitry. Dans plusieurs valeurs, il vaut mieux utiliser l'index. Et comme des tableaux comme JSON, il vaut mieux utiliser le GIN. Et quand on a du texte, il vaut mieux utiliser PG TRGM. TRGM, ouais, c'est ça. Là, c'est un petit cas de figure que je vous ai mis, parce qu'on arrive petit à petit au bout de la présentation, parce qu'en fait, on peut faire énormément de choses en JSON. Et notamment, ça, c'est un cas que j'ai rencontré, parce qu'en fait, à force d'insérer des datas, ben, les développeurs, ils savent plus ce qu'il y a dedans, dans la base. Et ensuite, derrière, ils nous disent, ben, qu'est-ce que j'ai inséré quand? Donc, au bout d'un moment, c'est-à-dire, quand on est à discussion avec le développeur, qu'est-ce que tu recherches? Ben, je voudrais savoir quelles sont toutes mes clés que j'ai utilisées. Ben, alors, j'ai créé cette requête qui est avec du récursif, parce que c'est bien d'utiliser du récursif. Et surtout, en fait, c'est pour utiliser deux choses différentes, c'est-à-dire qu'en fait, j'utilise deux choses différentes. Le JSON bTypeOf, qui est utilisé dans certains cas, et ensuite j'utilise du JSON bEach. Et ces deux fonctions sont incompatibles entre elles. Ça, il faut le savoir, parce que j'ai cherché pendant longtemps. Et en fait, en utilisant le with récursif, ben en fait, je recrée un tableau qui va parcourir l'ensemble des JSON, puisqu'en fait, la complexité d'un JSON, c'est qu'on peut avoir un JSON qui est intégré dans un JSON, qui est intégré dans un JSON, avec un tableau qui contient du JSON, et qui contient encore des tableaux et des JSON. Je vous assure, ça existe réellement. Moi, ils ont tout mis dans une colonne. Donc la colonne, elle fait 4 mégas, la ligne, et ensuite derrière la table, elle pèse plusieurs gigas. La table. Donc la base, elle fait la taille de la table. Voilà, bon, c'est pratique ou pas. Sauf quand on veut faire des purges. Ça, c'est un autre débat. Donc en fait,
quand on exécute donc la query en question, et ben en fait, on obtient donc automatiquement ce petit inventaire qui est fort appréciable et que notamment ça permet de voir aussi le type le data type qui est contenu à l'intérieur du JSON. Et j'ai mis une requête, enfin j'ai une requête encore plus poussée qui permet aussi d'aller vérifier chacune des valeurs. Et comme ça, avec moi j'utilise du Grafana pour tout ce qui est représentation graphique de certaines choses. Et ben, en fait, on peut aller très loin parce qu'en fait, on peut faire de la représentation de toutes les valeurs qui existent et faire des choses assez punchy. Et notamment de voir combien il y a de data qui sont différentes ou qui sont similaires ou des choses comme ça. Donc en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut faire notamment avec quand on pousse très loin du JSON en utilisation. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, que je n'ai pas marqué dans la présentation. On peut faire des foreign keys sur du JSON. On peut le faire, on n'est pas obligé. Déjà, s'il y a des clés primaires, c'est déjà beaucoup, par expérience personnelle. Donc, en conclusion, est-ce qu'on vous devez utiliser du JSON dans Postgres? Ben, la réponse est... Alors moi là j'ai mis une réponse oui absolument, c'est hyper important. C'est surtout qu'en fait ça évite de créer des colonnes à tout bout de champ. Et ça évite d'avoir des tables avec 128 colonnes ou plus, avec adresse 1, adresse 2, adresse 3, adresse 4, 5, 6. On est monté à 18. Pour une transaction de quelqu'un qui achète quelque chose sur Internet, je ne savais pas qu'il avait 18 adresses différentes. Pareil pour les emails, etc., etc. Donc en fait, oui, dans certains cas, faut du JSON. Ça permet beaucoup de problèmes, et d'éviter beaucoup de problèmes. Donc en plus, le JSON dans PUG, bon, c'est fantastique, c'est robuste. La preuve, il y a plein de moteurs maintenant NoSQL qui utilisent Postgres comme moteur pour stocker l'information. Donc en fait, on fait du NoSQL avec du SQL. Bon, il n'y a pas de structure fixe, donc on peut faire ce qu'on veut. On peut utiliser directement le JSON-B, donc c'est beaucoup plus, moi personnellement, au niveau de ce que j'ai rencontré, c'est plus performant que JSON, dans mon cas de figure, enfin dans mes cas de figure, et utiliser les index les plus pertinents, ben, tout dépend de ce qu'on a comme query, ce qu'on a comme data, tout dépend de certaines choses. Une petite dernière chose, avant de vous laisser à des questions éventuelles. Je fais partie, donc comme je disais, je manage le Postgres Meetup Paris. Là, on a un petit QR code si vous voulez accéder directement sur la page LinkedIn. Abonnez-vous. Comme ça, au moins, ça nous fait des utilisateurs en plus. Et ensuite, dès qu'on a des événements qui vont arriver, vous serez notifié automatiquement. Et on va essayer d'agrandir petit à petit le réseau de communication, puisque je reprends de post-Covid, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Merci à vous, et si vous avez des questions. Merci Sébastien. Merci, on a le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des situations où on devrait utiliser JSON et pas JSON-B, ou est-ce que c'est toujours JSON-B? Alors, par expérience, je vais répondre comme ça. C'est soit vous utilisez du JSON, soit vous utilisez du JSON-B dans votre base de données. Mais évitez d'utiliser les deux en même temps, parce qu'en fait, d'un côté, on va réfléchir en se disant, là, on est dans du JSON, donc ça, la valeur qu'on est en train d'insérer, en fait, il va écraser le JSON et il va la modifier ailleurs, etc. Donc, il va y avoir des trous dans notre table, donc il va falloir faire de la réorg, enfin, faire du vacuum derrière. Donc, ça va faire plein de manipulations au niveau de la base. Contrairement à du JSON-B, en fait, il va ajouter juste la partie manquante. Mais bien sûr, il faut avoir pensé à gérer de l'espace, donc du fill factor, sinon ça va décaler quand même l'enregistrement. Moi perso, je serais plus orienté du JSON-B, parce qu'en fait on peut faire des manipulations vraiment précises sur du JSON. C'est ce qu'il est conseillé dans la plupart de toutes les communautés, je dirais. Merci pour la présentation.
Dans le stockage JSON, du coup, pardon, on va retrouver des colonnes qui vont contenir beaucoup d'informations métiers. Le risque, j'imagine, c'est d'avoir aussi des très grosses tables. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour combiner ça avec des techniques dites de partitioning, par exemple? Le partitioning, en fait, on ne va pas pouvoir partitionner la data elle-même, on va partitionner, enfin, la data de JSON, mais on va pouvoir partitionner les records en question. Donc, en fait, c'est dire, on va créer une table, je sais pas moi, 2019, 2020, etc. Et en fait, les éléments qu'on aura stockés dans notre table vont être stockés en suivant l'année de création du set Lego, par exemple. Mais ensuite, derrière, dans le cas que j'ai rencontré, enfin, éventuellement que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle, on va dire ça comme ça, c'est qu'à force de rentrer plein de data, etc., dès qu'on tombe, moi j'appelle ça sur du map pour minimisation, anonymisation et purge. Puisqu'en fait, on a 3 créneaux qui seront lancés, donc on va minimiser la data, ensuite on va l'anonymiser, et ensuite on va la purger pour plus la voir. Et le problème, c'est que quand on a beaucoup de data de JSON, en fait, d'aller chercher et d'aller supprimer juste une partie, c'est très compliqué. La fameuse potentielle application que j'arrête pas de citer, moi, je leur ai recommandé plusieurs fois de créer, au lieu de créer une colonne, d'en créer au moins 3. Une pour la data qui arrive, la data qu'on calcule et la data qu'on restitue. Pourquoi? Parce que dès qu'on veut anonymiser la data, c'est simple, ou de la purger, on vide tout simplement la colonne. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et ça évite un gros casse-tête et des heures de traitement. Merci Sébastien, super talk sur JSON. Nous avons un tout petit peu d'avance, mais nous allons faire la cérémonie de clôture pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et Stéphane, c'est à toi. Merci Sébastien.